N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos réflexions, hein. C'est vraiment l'idée de ces sessions. Et puis, je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec finalement l'étape suivante. Et puis, on va parler du jeûne préopératoire, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pose toujours beaucoup de questions et de soucis aux parents. Mathilde, c'est à toi. Merci Christelle et merci pour cette invitation pour effectivement parler d'un sujet très important pour l'anesthésie pédiatrique, donc pour les enfants, pour les parents et pour les anesthésistes aussi qui prennent en charge ces enfants. Donc on va parler du jeûne préopératoire. Alors il faut savoir qu'il y a des recommandations sur le jeûne, donc certaines datent un petit peu, notamment ASA américaine, donc qui date de 99. Il y avait des recommandations européennes aussi qui datent de 2011. Et vous voyez que ces deux recommandations sont équivalentes, c'est-à-dire 6 heures pour les solides. Pour les alors infant formula, on pourra en discuter de la définition finalement, qu'est-ce que c'est ce lait, donc c'est 6 heures. L'allaitement maternel, 4 heures, et les liquides clairs, 2 heures. Et en fait, on s'est aperçu, donc là, il y a plusieurs études sur le sujet, que lorsqu'on veut appliquer ces recommandations, finalement, en pratique, les enfants, ils sont à jeun depuis beaucoup plus longtemps. Donc les liquides clairs, beaucoup plus au-delà de 2 heures. Les laits solides, vous voyez, pour certaines études, c'est 12 heures pour les solides, 8 heures pour les liquides. Et ce qui est très important, puisqu'on va parler dans cette session beaucoup du confort de l'enfant, et ben finalement, cet excès de durée de jeûne entraîne vraiment un inconfort pour l'enfant, avec aussi des conséquences sur l'anxiété des parents, avec des enfants qui sont un petit peu mécontents de venir au bloc parce qu'ils ont faim, ils ont faim. Et aussi, la problématique, c'est que comme ces enfants ont faim, parfois il y a des dérives avec un non-respect des consignes, avec des parents qui nous disent non mais c'était pas possible, il avait trop faim, donc on lui a donné un petit peu à manger, et ce qui entraîne après des soucis dans la programmation. Donc là, j'ai basé mon diaporama surtout sur ces nouvelles recommandations qui sont sorties l'année dernière dans le JA. Donc c'était des recommandations européennes sur le jeûne de l'enfant. Et alors, des messages un petit peu qui paraissent complètement simples, qu'on connaît, mais qui est, je pense, très important de répéter. Il faut éviter le jeûne prolongé chez l'enfant. On l'a vu, ça entraîne un inconfort très important. Donc, il faut éviter ce jeûne prolongé. Et alors là, donc, on n'a pas changé par rapport aux anciennes recommandations. Les solides, c'est 6 heures avant une anesthésie. Éventuellement, on pourra discuter de finalement quel type de solide, parce que je pense que c'est une question intéressante. Une avancée assez forte, je pense, et vraiment c'est le message à faire passer, c'est que maintenant, la recommandation, 1 heure avant l'induction anesthésie, il est recommandé de donner des liquides clairs aux enfants pour éviter justement cet inconfort. Ça permet aussi de diminuer les hypotensions, notamment chez les tout petits. Alors, les liquides clairs, c'est de l'eau ou du jus de fruits sans pulpe. Juste un petit message aussi, c'est qu'il faut, je pense que chaque centre établisse une liste qu'on appelle compréhensible, parce que régulièrement, on se demande bah, c'est quoi les liquides clairs sans pulpe. Est-ce que les sodas, est-ce que c'est sans pulpe, est-ce que c'est clair? Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment cette 1 heure avant l'anesthésie. C'est pas juste on vous conseille d'eux, mais il faut prendre ce liquide clair 1 heure avant. Les différentes études montrent qu'il n'y a pas plus d'inhalation, et que finalement ce régime, ce qu'on appelle libéral, comme cette équipe l'avait montré, eh bien, de dire on peut boire presque jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, ça permet de diminuer finalement la durée réelle du jeûne. Et ça, c'est très important. Il y a eu aussi également des avancées justement pour les plus petits et l'allaitement maternel. Maintenant, la recommandation, c'est finalement 3 heures. Donc, les anciennes recommandations, c'était 4 heures. Maintenant, c'est 3 heures. Et également, ça c'est un message important, c'est que ce qu'on appelle le lait enrichi, eh ben, ça ne change pas en termes de cinétique gastrique. Le lait enrichi, c'est également 3 heures avant. Par contre, tout ce qui est le lait, on va dire, non maternel, alors attention, la notion for infant, et je vous rappelle la définition de infant, c'est moins de 1 an, c'est 4 heures avant l'anesthésie. On pourra en discuter. Attention, en France, on a le lait premier âge, le lait deuxième âge. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. En tout cas, dans la recommandation européenne, c'est 4 heures avant l'anesthésie. Une autre recommandation, parce qu'il ne faut pas oublier le jeûne post-opératoire, et régulièrement on dit non, il ne faut pas que l'enfant prenne soit du liquide, soit des laits solides tout de suite, il y a des risques de NVPO. Non, en tout cas pour tout ce qui est liquide clair, aussi une recommandation assez forte, hein, puis grade 1B,
s'il n'y a pas de contre-indication chirurgicale, il faut que l'enfant reprenne les boissons juste après la chirurgie, que ce soit même dès la salle de réveil, puisque, encore une fois, ça permet d'améliorer le confort de l'enfant. Ça diminue, il y a quelques études qui ont montré que ça diminuait la consommation de morphinique, ça diminuait les NVPO, hein, contrairement à ce qu'on peut penser d'une réalimentation rapide, et ça permettait aussi de diminuer la durée de séjour. Ce qui est important, en fait, c'est que probablement chaque centre doit s'efforcer à regarder finalement leur durée réelle de jeûne, hein, parce qu'il y a des recommandations qui sont assez fortes, mais on le sait tous qu'en pratique, lorsqu'on interroge les parents en disant vous avez bien pris votre jus de pomme 1 heure avant, dire bah non, et on voit dans une étude là à droite que finalement la raison principale de ne pas donner ce liquide clair, c'était de dire bah mon enfant dormait, donc on n'a pas voulu le réveiller, donc il n'a pas pris son liquide clair. Et là, donc, c'est important que chaque équipe, comme l'a fait cette équipe-là, de se poser la question, comment ça marche dans mon centre? Est-ce qu'on arrive justement à donner ces liquides clairs, ces solides 6 heures avant? Et puis au fur et à mesure de faire un protocole d'amélioration de ces pratiques. Et on voit que finalement, en 6 mois, donc 6 mois finalement c'est assez rapide, cette équipe a permis d'avoir que 90% de ces enfants avaient des jeûnes de liquide clair inférieurs à 2 heures. Et même, et ça c'est aussi intéressant, 90% des patients qui étaient prévus l'après-midi avaient finalement pris un petit déjeuner. Parce que c'est ça aussi le problème. On parle des liquides clairs, mais on oublie de temps en temps aussi le petit déjeuner. Et effectivement, quand on a des enfants qui passent vers 14-15 heures, ils sont à jeun depuis la veille et ça commence à être compliqué pour eux. Donc voilà, finalement, en conclusion, pour le jeûne, il y a quand même eu des avancées avec des recommandations assez fortes, hein, surtout pour les plus petits. Il faut faire boire les enfants, quel que soit l'âge. Attention au volume, on pourra peut-être en parler. Et il faut aussi que ça soit une organisation quotidienne et qu'il faut que finalement, régulièrement, on s'efforce à évaluer nos pratiques pour savoir si on est toujours dans le délai des 1 heure, 2 heures, notamment au niveau des liquides clairs et également des solides. Il faut se poser la question. Et ne pas oublier le post-opératoire, hein, parce qu'on parle du jeûne pré-op, mais il ne faut pas oublier le post-op. Et vraiment, hors contre-indication chirurgicale, il faut faire boire et manger nos enfants dès la salle de réveil, c'est faisable. Et n'oubliez pas le 6-3-1, 6 heures solides, 3 heures allaitement maternel et 1 heure liquide clair. Maintenant, je pense que ce message est clair avec des données dans la littérature, donc des recommandations assez fortes. Donc voici pour le jeûne et je pense que je vous souhaite un bon appétit parce que cette heure-ci, justement, tout le monde est au petit déjeuner. Merci. Parfait, merci beaucoup Mathilde. C'est vrai que ces nouvelles recommandations, c'est vraiment important d'insister parce qu'on voit qu'on a finalement beaucoup de retard, même sur les anciennes, avec des enfants. On a beau dire 2 heures avant, alors déjà, ce n'était pas respecté. Bon, il faut déjà qu'on arrive à descendre à 1 heure, mais il faut surtout, tu l'as dit, qu'on change nos discours auprès des parents, je pense, hein, sur la façon dont on passe les consignes pré-op. Il faut changer notre discours. Moi, j'ai vraiment changé finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en consultation, on avait tendance à dire il peut prendre, s'il le souhaite, un jus de pomme. Et maintenant, mon discours, c'est plutôt il faut qu'il prenne. Alors, bien sûr, on ne va pas forcer un enfant à boire, parce que de temps en temps, on a des parents qui nous disent on lui a proposé, mais bon, il n'en a pas voulu. Il ne faut surtout pas forcer. Mais je pense que c'est vraiment important de le souligner. Alors, on parle de nous, anesthésistes en consultation, mais il faut également faire on va dire l'éducation dans les services, puisqu'il y a l'appel du J-1, et il faut aussi que l'équipe finalement qui appelle les parents la veille de la chirurgie ou 2 jours avant répète ce message, et il faut surtout qu'il soit le même, c'est-à-dire avec les liquides clairs, puisque on parle du jeûne avant l'anesthésie, et souvent les parents disent non mais j'ai préféré ne rien donner parce que c'est plus sûr. Donc voilà, il y a vraiment une éducation à la fois des parents mais aussi de l'équipe médicale et paramédicale. Voilà. Oui, tout à fait. Et justement, on nous pose là en direct là la question de oui, très bien, les liquides clairs, on a bien compris, mais combien? Parce qu'on descend à 1 heure. Alors, est-ce que moi je lui donne la bouteille de jus de pomme de entière? jus de pomme sans pulpe, je le rappelle. Alors, c'est une très bonne question et c'est vrai que dans les recommandations, on n'a pas pu établir de volume puisqu'il n'y avait pas assez de données dans la littérature. Cependant, les différentes études, notamment avec l'échographie gastrique, montrent que plus le volume est important, plus il y a quand même un risque que l'estomac ne soit pas complètement vidangé, donc avec un liquide, un résidu gastrique. Et il y a certaines études qui montrent qu'au-delà de 5 000 kg, le risque d'estomac
moins vide, on va dire, soit plus important. Et c'est vrai qu'on peut peut-être parler de 3000 kilos. Effectivement, alors souvent, nous, on dit, par exemple, les petites briquettes de jus de pomme, ça permet d'avoir un volume restreint, parce que ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et des parents qui ont donné finalement, comme ils voulaient, du jus de pomme, certes sans pulpe, à l'enfant. Et finalement, on avait un doute sur le volume. On a fait une échographie gastrique. Et 2 heures après la dernière prise, il avait quand même encore un estomac qui était plein. Donc, attention au volume. Malheureusement, on n'a pas mis de cut-off sur le volume. Je ne sais pas après si parmi vous, vous avez justement un cut-off de volume, une définition de volume max. Nous, pour 2 heures avant, c'est globalement 10 ml kilo, et puis jusqu'à 1 heure avant, c'est 3 millilitres kilo. Oui, 3, c'est ce qu'on avait pu lire un petit peu dans les petits textes qui sont en dessous. Tu nous as parlé d'écho gastrique. Oui. Bon, je sais que vous êtes à Lyon à fond là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites quand il y a un doute, systématiquement en urgence? Est-ce qu'il y a des critères qui font je fais l'écho gastrique ou pas? Alors effectivement, et enfin, justement, dans ces recommandations européennes, l'échographie gastrique apparaît dans ces recommandations, et alors qui sont pas encore de haut grade, puisqu'il nous manque encore un peu de littérature, mais il est probablement recommandé de réaliser une écho gastrique en cas de doute. Et c'est par exemple le cas dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vous avez un doute sur les consignes qui ne sont pas forcément respectées ou pas forcément bien comprises. Et justement, c'est pour ça qu'il faut établir une liste claire de ce qu'on peut prendre, parce que parfois on arrive avec justement alors, le fameux jus de pomme bio, est-ce que c'est sans pulpe, avec pulpe, les différents sodas, mais madame, il n'y a pas de pulpe dans le Fanta. Voilà. Donc quand il y a un doute, il ne faut pas hésiter à faire l'échographie gastrique. C'est facile chez l'enfant, apprentissage rapide. On voit très rapidement s'il y a du liquide ou pas. Donc, en cas de doute, après, on ne va pas faire l'échographie gastrique à tous les enfants programmés. Mais voilà, en tout cas, en cas de doute, et forcément, pour toutes les urgences, moi, je n'endors plus d'enfants en urgence sans mon échographie gastrique. Ça permet vraiment d'apporter des informations et d'éventuellement changer sa stratégie d'anesthésie. C'est surtout ça, c'est que ça permet de changer la stratégie parfois. Je vois que ma voisine me tape un petit peu. Je lui passe la parole tout de suite pour une question. Je voulais savoir, Mathilde, si vous avez la même démarche pour les enfants qui sont pris en urgence. Tu sais que parfois, on est obligé de les faire attendre. Il y a parfois des traumatismes assez importants. Tu as une supracondylienne ou ce genre de choses. Est-ce que vous pratiquez le même protocole? Est-ce que vous leur donnez à boire ou alors est-ce que vous... Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, question difficile et très bonne question, parce que, enfin, il y a quelques données dans la littérature pédiatrique, très peu, par contre, adultes, oui, c'est-à-dire que le stress, le traumatisme, les morphiniques ralentissent la vidange gastrique et du coup sont des facteurs de risque d'estomac plein. Mais on voit régulièrement, que ce soit d'ailleurs des urgences digestives ou orthopédiques, des enfants qui sont soi-disant à jeun, mais ils ont faim. C'est vrai qu'on les fait attendre parce qu'il n'y a pas la place au bloc opératoire. Donc, en général, ce qu'on fait, alors pas pour les urgences digestives, j'avoue, on ne donne pas du liquide clair, sauf quand vraiment on nous dit c'est un enfant qui a très faim. Alors là, on peut éventuellement faire une échographie gastrique pour être sûr que l'estomac soit vide. Et à ce moment-là, si on sait que le délai de la chirurgie va être un petit peu long, à ce moment-là, on peut éventuellement donner du liquide clair. Un peu plus pour les urgences orthopédiques, sachant que, quand même, par exemple, tu as donné l'exemple des supracondyliennes, j'ai pas de pourcentage. Il y a Jean-Noël Evin là, de Grenoble qui fait une belle étude échographie gastrique et urgences digestives et ortho. Pour les urgences ortho, les supracondyliennes, ils sont quasiment systématiquement estomac plein. Moi, je fais de l'écho gastrique, même si je sais que ça va être estomac plein, mais parce que parfois il peut y avoir des exceptions. Mais ceux-là, ils sont estomac plein, donc on ne donne pas forcément. Et puis ils sont quand même douloureux, donc ils n'ont pas envie de boire en fait. Faut pas imposer à un enfant, c'est aussi ça, c'est le confort, mais voilà. Clairement, c'est vrai que c'est supra, hein. C'est toujours des fois 12 heures de jeûne, mais c'est pas passé quand même. Super, merci pour cette question. Sonia, j'avais une autre question sur le chat là qui était ok, on a vu que cette étude là, il nous donne 90% d'enfants qui passent l'après-midi qui arrivent à prendre un petit déj. Donc là, moi déjà, je suis complètement impressionnée. C'est quoi un petit déj? Et c'est quand le petit déj? Alors,
Encore une fois, une très bonne question. Vous avez vu que les recommandations, c'est solide 6 heures avant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils font la différence quand même entre un repas léger et un repas un petit peu plus lourd. C'est-à-dire que certains repas un peu plus lourds aux États-Unis, c'est 8 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vidange gastrique dépend aussi essentiellement de la calorie, de la teneur en lipides. Donc, petit déjeuner. Pourquoi pas ? Alors nous, on n'en est pas là, par exemple. On ne donne pas encore de petit déjeuner parce qu'on se dit, si jamais il y a des annulations, il va passer avant. Donc, s'il mange, on va pas pouvoir l'endormir. Il y a pas mal d'équipes d'Europe du Nord qui proposent un petit déjeuner léger, même 4 heures avant. C'était une discussion dans les recommandations. Et c'est un peu de yaourt, des biscottes, du lait demi-écrémé. Pas les pleins, pas de crème, pas de choses gras, pas de Nutella, par exemple, pour ne pas dire de marque. Mais voilà, donc c'est petit déjeuner probablement léger. Il y a des études qui commencent à sortir sur ça. Attention encore une fois au volume et puis à la teneur en calories et puis en lipides de ces repas. Et pour l'interrogatoire, justement, avant, en demandant aux parents qu'est-ce qu'il a mangé, maintenant, je demande quasiment en systématique, c'est pas quand il a mangé, mais aussi qu'est-ce qu'il a mangé. Parce que régulièrement, on est parfois pris au piège avec des repas, on va dire, confortables. Et là, la vidange gastrique, elle est un petit peu plus longue. Super, merci beaucoup Mathilde. Juste 3 secondes, tu as 3 secondes pour nous répondre à la question du chat qui vient d'arriver. Quand est-ce que je redonne le sein en fait, à l'enfant en salle de réveil après une chirurgie ? À seconde 0, après la chirurgie, c'est-à-dire qu'il arrive en salle de réveil, plutôt que si un enfant qui pleure, on parle beaucoup encore de confort de l'enfant, plutôt que lui donner tout de suite des morphiniques, sachant que par exemple on a fait de l'ALR qui marche en péropératoire, il faut proposer une alimentation, donc le sein pour les plus petits, du jus de pomme, etc. Et après, éventuellement, si vraiment il refuse, là, il faut gérer la douleur, bien sûr. Mais voilà, pensons à donner une alimentation dès la salle de réveil. Et même si c'est un enfant qui est en allaitement, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse sûr. reprendre son allaitement Bien sûr. très rapidement. Merci beaucoup